Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver avec mes invités à l'émission La Pensée et les Hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Vous avez certainement déjà entendu l'expression « les accommodements raisonnables ». Eh bien, nous allons en parler aujourd'hui à notre émission. Pour parler de ces accommodements raisonnables qui ont été beaucoup évoqués lors des assises de l'interculturalité, j'ai deux invités. Chemsi Cheref Khan, que vous connaissez, qui est membre du conseil d'administration de La Pensée et les Hommes et qui a déjà participé à plusieurs de nos émissions, et le professeur Amat Amignan. Vous êtes docteur en philosophie et lettres, chercheur à l'université de Bruxelles dans le domaine de l'histoire des religions, et donc vous êtes l'invité tout à fait adéquat pour répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est que les accommodements raisonnables? Chemsi Cheref Khan, on pourrait peut-être diviser les choses en deux parties, voir d'abord ce que c'est que les accommodements, oui, et puis de voir s'ils sont ou non raisonnables. Mais en deux mots, ce qu'on entend par accommodement, c'est pas quelque chose de, c'est pas une invention récente. Ça fait déjà quelque temps que dans nos pays civilisés, on essaye de trouver des manières de faire pour faciliter la vie à des gens qui sont handicapés dans la vie, notamment de par leur naissance, des handicaps physiques, voire même des sortes de handicaps d'ordre social, et au nom de l'égalité, au nom de la non-discrimination, on essaie de trouver ce qu'on a appelé des accommodements pour rendre la vie plus facile à... C'est ça, on pourrait dire des facilités en quelque sorte. On pourrait appeler ça des facilités, effectivement. L'exemple le plus courant, c'est par exemple les manières de rendre facile l'accès des institutions publiques, voire des transports publics à des gens qui ont des difficultés de mobilité en chaise roulante et tout ça. Donc ça, c'est l'exemple le plus courant. Mais les personnes qui ne voient pas, on met des insignes, des marques pour qu'ils puissent s'y retrouver à la rue. Pour que les non-voyants puissent se retrouver dans le métro, des choses comme ça. Mais d'une manière plus générale aussi, le travail des personnes handicapées, aussi bien dans des entreprises privées que dans des institutions publiques, c'est le domaine de ce qu'on pourrait appeler les accommodements. Mais là où la question devient un peu plus problématique, c'est quand on commence à vouloir appliquer ces règles qui sont des règles de bien vivre ensemble à des gens qui ont un certain nombre de problèmes de par leur adhésion à un certain nombre de cultures ou de cultes venus d'ailleurs, et qui les met en porte-à-faux par rapport à la vie quotidienne dans nos pays. Et là, on essaye de voir comment on peut arranger les choses. Et du coup, les sociologues, notamment canadiens et québécois, ont imaginé ce système d'accommodement dit raisonnable. Donc se pose la question de savoir dans quelle mesure ce qu'on fait est vraiment raisonnable ou dans quelle mesure ça ne va pas à l'encontre d'un certain nombre de principes et de valeurs fondamentales de cette société. Je pense que c'est de cela qu'on va parler. Je voudrais qu'on retienne en tout cas qu'il y a une nette distinction à faire entre des accommodements, des facilités octroyées à des gens qui ont un handicap au départ, physique et autres, et des gens qui ont un certain nombre de problèmes pour trouver leur place dans la société parce qu'ils sont tributaires de choix dus à leur religion ou leur culture d'origine qui les met en porte-à-faux par rapport aux façons de faire de la société d'ici. Vous évoquiez il y a un instant ces deux sociologues québécois qui ont un peu lancé l'idée. Pourriez-vous nous donner des exemples de ce qui se fait au Québec en matière d'accommodement raisonnable? Alors, le grand problème, c'est que très rapidement, du domaine des facilités dont vous parlez tout à l'heure, on est passé dans ce qu'on a appelé les accommodements raisonnables, mais on est entré de plein pied dans le domaine des religions et des cultures venues d'ailleurs.
Et c'est là que on s'est aperçu en fait que notamment les sociologues estimaient qu'au nom du respect de la diversité culturelle et religieuse, il fallait accepter un certain nombre de choses. Donc il fallait que la société occidentale qui accueille ces gens venus d'ailleurs s'accommode de ces façons de faire venus d'ailleurs en même temps. C'est ça, je veux dire, c'est la base de la problématique du vivre ensemble et des accommodements. Je dirais, sans tourner autour du pot, que la question qui se pose vraiment, c'est de savoir dans quelle mesure la société occidentale tolérante doit s'accommoder des choses qui viennent d'ailleurs, considérées comme importantes, voire sacrées, à tort ou à raison, et dans quelle mesure ceux qui viennent d'ailleurs ne devraient pas s'accommoder des valeurs fondatrices de cette société, qui sont censées être des valeurs universelles, voilà, pour tous les citoyens d'ici et d'ailleurs ceux qui ont choisi de venir vivre ici avec nous. Oui, vous avez d'ailleurs à Matamignan des exemples où cette interaction peut se faire, accommodement raisonnable de ceux qui reçoivent par rapport à ceux qui viennent, mais aussi l'inverse. Certainement. D'abord, j'aimerais bien aussi insister que l'accommodement prend son sens dans une société qui est une société multiculturelle. Ça veut dire qu'on peut parler de l'accommodement à partir du moment qu'on accepte qu'on est dans une diversité culturelle. Et alors, en même temps... Ce qui est le cas de nos pays occidentaux. Voilà. Et en même temps, il faut aussi, il y a un postulat encore préalable, ce que l'accommodement prend, disons, sa signification moderne à l'intérieur d'un système démocratique. Donc, à partir du moment qu'on est disons, dans l'accommodement raisonnable, on désire donner une réponse raisonnable à la sagesse démocratique. Donc, au fond, vous faites de raisonnable un synonyme de démocratique. Totalement. Totalement. Ça veut dire que comment, de quelle manière, des individus qui constituent la société peuvent, dans leur diversité, vivre ensemble. Mais ce qu'on sait, évidemment, à l'intérieur d'une démocratie, il y a des différents espaces d'intervention. Il y a l'espace public, il y a l'espace privé ou civil, et aussi il y a l'espace qu'on peut appeler l'espace individuel. Alors, il faut savoir des valeurs de ces trois espaces, comment, de quelle manière ils peuvent s'accommoder. Alors, l'espace privé, ça pose pas de problème. Les gens font chez eux ce qu'ils veulent. Totalement. Ils ne peuvent pas fumer dans les restaurants, mais ils peuvent très bien fumer chez eux, par exemple. Hein, parfaitement. Pour prendre un fait qui n'est pas d'ordre religieux. Parfaitement. Mais où ça devient un peu plus difficile, c'est l'espace public. Espace public et en même temps ce qu'on peut appeler espace civil, ça veut dire dans les entreprises. À partir du moment, parce que l'accommodement raisonnable a été développé avant tout dans les entreprises. Ça veut dire qu'on constatait qu'il y a des ouvriers qui appartiennent au culte, ou bien aux cultures différentes que la culture dominante, au culte dominant, qu'à un moment donné, au moment de travail, qui est par rapport à la rentabilité de l'entreprise, alors ces ouvriers ou bien ces travailleurs devaient à un moment donné s'abstenir pour justement respecter ce qui était leur conviction. Par exemple, avoir un jour de congé pour les grandes fêtes religieuses qui ne sont pas les fêtes chrétiennes en Occident. Parfaitement, parfaitement. Et c'est ainsi qu'on a commencé à réfléchir de quelle manière on peut aménager l'espace public, espace civil, dans une relation accommodée qui n'atteint pas éventuellement des valeurs essentielles de la démocratie. Et alors, les valeurs essentielles de la démocratie, certes, c'est notre humanisme qui constitue la valeur essentielle de la démocratie, et en même temps la liberté de conscience, l'ouverture, le pluralisme, la pluralité des convictions à l'intérieur d'une société démocratique, et aussi sa gestion démocratique. Ça veut dire avoir éventuellement son point de vue en tant qu'un point de vue gestionnaire. Donc, à partir de là, il faut dire que comment, de quelle manière, comme je viens de dire, ces valeurs différenciées peuvent entrer dans un débat, dans un dialogue, dans une discussion, pour qu'on arrive ensemble à gérer une entité sociétale, que ça peut être au niveau public ou au niveau civil.
vous êtes déjà en partie sur le chemin des solutions. Mais je voulais témoigner de quelque chose que j'ai entendu. Il paraît qu'à la BBC, les journalistes ne disent plus aujourd'hui, toujours en raison des accommodements raisonnables, l'an 300 après Jésus-Christ, Jésus-Christ est tombé à la trappe pour complaire à tous ceux qui professent des religions qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Je crois que c'est un aménagement déraisonnable, parce que les chrétiens pourraient très bien revendiquer la suppression du nom lundi, jour de la Lune, mardi, jour de Mars, mercredi, jour de Mercure, jeudi, jour de Jupiter, et vendredi, jour de Vénus. Nous sommes nourris aussi du vocabulaire païen. Alors j'ai été très choqué quand j'ai appris que les journalistes de la BBC aujourd'hui mettent Jésus-Christ de côté dans un pays qui est un pays chrétien, protestant, en majorité. Qu'en pensez-vous de cet exemple? Il faut dire que l'accommodement raisonnable désire absolument, disons, empêcher des conflits. À partir du moment qu'on peut empêcher des conflits. Est-ce que Jésus peut faire des conflits? Ça veut dire qu'évidemment, ce n'est pas Jésus même. Derrière ce que Jésus présente, il y a des valeurs qui arrivent. Alors, et ces valeurs-là, actuellement, sont parfois, partiellement, en conflit avec des autres valeurs, des autres cultures. À mon avis, ce qui est important et essentiel, ce n'est pas supprimer éventuellement l'ère chrétien dans le calendrier, disons, de nos pays occidentaux. Ce qui est important, comment, de quelle manière on peut renforcer l'esprit critique et décider ensemble pour un projet sociétal d'avenir. C'est vrai qu'il y a des choses qui arrivent d'une manière a priori, mais comment nous, en tant que société vivante, en tant qu'une société composite, on arrive à aller plus loin et éventuellement ensemble réfléchir pour un projet sociétal d'avenir. Je reprends mon exemple de l'ère chrétienne. Nous savons qu'à l'époque de la Révolution, les révolutionnaires ont changé le calendrier. Totalement. Et on a bien vu qu'ils n'ont pas réussi parce que nous sommes tellement habitués dans le monde occidental à parler de ces jours, de ces noms de mois et de l'ère chrétienne qu'il me paraît extrêmement difficile de faire là ce que j'appellerais un accommodement déraisonnable. Encore, je dois insister que ce problème surgit parce que depuis plus ou moins 40-45 ans, il y a une nouvelle civilisation, une nouvelle culture qui est entrée d'une manière pratique à l'intérieur de l'esphère civilisationnelle et culturelle européenne. Ça veut dire, quand on voit la présence des musulmans, disons, en Europe, ou bien au Canada, aux États-Unis, on est face à une civilisation qui est une civilisation historique, dans le sens que cette civilisation a créé pendant l'histoire des critères et des valeurs de gestion des sociétés. Et alors, ça c'est très nouveau par rapport à l'Europe. Ça veut dire que l'Europe, pour la première fois, est face à une civilisation que radicalement, quand je dis radicalement, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, il y avait des rapports civilisationnels entre ces deux cultures, mais au niveau de leur jeunesse, au niveau de leur développement interne, sont deux civilisations, un universaliste, qui, depuis plus ou moins des siècles, se sont battus pour la suprématie du monde. Alors, je crois que cet héritage est présent encore dans notre époque actuelle. C'est ainsi que l'accommodement raisonnable doit nous donner l'autorisation, ou bien, disons, nous créer l'occasion d'aller au-delà des conflits et créer un projet commun pour l'avenir ensemble, quoi. Oui, si l'on parle des personnes d'origine musulmane, elles ont connu dans leur pays d'origine, je ne veux pas dire une religion totalitaire, mais une religion très, très largement majoritaire. En Égypte, il y a des chrétiens, en Syrie, il y a des chrétiens, mais nous savons fort bien ce qu'ils vivent. Arrivant ici, ces personnes, évidemment, se trouvent un petit peu démunies parce que leur religion majoritaire, elle n'est plus majoritaire. Et en Occident, y a-t-il véritablement une religion majoritaire? La laïcité a fait d'immenses progrès. Mais vous vouliez intervenir, Shemsi Sherif Khan? Mais je voulais intervenir pour une raison très simple, c'est que selon moi, le débat
accommodement raisonnable ou pas, n'est pas un débat purement théorique sur le plan des idées, c'est un débat sur le plan beaucoup plus pragmatique du vivre ensemble. Comment fait-on pour vivre ensemble en étant différents? Alors, qu'on revienne à ce débat principal. Comment fait-on pour vivre ensemble? Sur quoi on est d'accord? Y a-t-il un socle commun des valeurs? Si oui, lesquelles? Parce que nous sommes un certain nombre à parler de cela, notamment dans nos émissions La Pensée et les Hommes. Et dans les numéros de la revue qui vont paraître à l'écran. Exactement. Y a-t-il vraiment des valeurs communes que tout citoyen né ici ou venu d'ailleurs dans ce pays partage avec les autres? Donc ça, c'est pour moi le débat fondamental. Et la question des accommodements dits raisonnables ou pas ne peut se poser, en tout cas le critère du raisonnable ne peut être pris en considération que dans la mesure où tel accommodement ne nuit pas au fonctionnement de ces valeurs communes. S'il nuit d'une certaine manière, ou voire même considérablement, il n'est pas du tout raisonnable. C'est ça le critère du raisonnable. Sinon, c'est quoi le critère du raisonnable? Donc, d'accord pour les accommodements. Faut-il manger halal dans les cantines scolaires, ou cachères, ou végétarien? Quelle est votre réponse à vous, Chemsi? Mais ma réponse à moi, c'est qu'il faut partir de ces valeurs communes, de ce qui fait... de ce qui est à la base du pacte social qui maintient ce pays en l'état, pour que les gens puissent vivre en bonne intelligence et dans le respect mutuel. Ce sont évidemment des mots, mais en même temps, il faut donner un contenu concret à ces mots. Mais il faut discuter de ça. Moi, je plaide pour un pacte philosophique fondateur des valeurs communes de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, au XXIe siècle, pour que musulmans, chrétiens, juifs, végétariens, hindouistes, agnostiques puissent se mettre d'accord, ou en tout cas reconnaître qu'on est d'accord sur un certain nombre de choses, et que par rapport à sur ce quoi on est d'accord, les revendications particularistes posent quelque part un problème. Et par rapport à ce raisonnement, on pourrait dire telle revendication particulariste, mon Dieu, est raisonnable, ou pas du tout raisonnable parce que ça perturbe l'équilibre global de la société. En tout cas, ça nuit à... c'est en contravention par rapport au pacte social ou philosophique dont je parle, et qui est une réalité. Dans ce pays, il y a effectivement un certain nombre de valeurs sur lesquelles la majorité des gens de ce pays sont d'accord, et dès lors qu'on arrive à des revendications qui sont à porte-à-faux, qui sont même voire en contradiction par rapport à cela, un nationalisme extrême, un communautarisme qui rejette les autres, des choses comme ça, et là on doit dire halte là, ça n'a pas sa place. La négation de la théorie de l'évolution, par exemple. Mais par exemple, voilà, il y a un exemple extrêmement important au nom de la liberté de religion notamment, ou les libertés d'expression, de pensée, toutes sortes de principes chers à cette société. On vient avec des choses qui posent des problèmes énormes. Donc c'est au nom de la liberté de pensée, d'expression, etc., qu'on dit on doit pouvoir parler du créationnisme, mais en même temps on se rend compte qu'en fait c'est quoi le créationnisme? C'est quand même l'expression, je dirais, d'une pensée religieuse d'une certaine époque. Et si on insiste un peu trop là-dessus de manière militante, je dirais l'expression d'un obscurantisme dont il faut se méfier, voire qu'il faut combattre. Donc si c'est comme ça, si on est d'accord avec cette analyse que je viens de faire, le créationnisme ne relève pas de la liberté de religion, ne relève pas de la liberté de pensée, de la liberté d'expression. C'est une revendication qui met en cause les fondements de cette société, et on doit en être conscient et se dire, au nom de la tolérance qui nous est chère, est-ce qu'on accepte que les gens puissent défendre le créationnisme, y compris dans nos écoles, y compris dans nos universités? Ou au contraire, on dit, oui, mais ça va trop loin, ce n'est pas raisonnable, voire même franchement détestable, et donc on doit empêcher, interdire, combattre ce genre de dérive. À propos de l'islam, Amata Mignon, est-ce qu'on ne pourrait pas rêver ou plaider pour l'existence ou l'émergence d'un islam européen?
Hein, il y a un islam moyen-oriental, il y a un islam iranien, pakistanais, turc, marocain. Est-ce que ne pourrait pas naître un jour une sorte d'islam européen qui serait justement nourri de ces valeurs européennes ou occidentales? Certainement, de toute façon, c'est mon avis. Disons, je crois absolument, il faut que l'islam s'inscrit à l'intérieur de la tradition européenne. Et alors, cette tradition européenne, actuellement, de cette tradition européenne moderne, est liée à ce qui est, disons, l'importance de la personne, de l'individu, dans son horizontalité. Ça veut dire, c'est un individu autoconstituant. Que cet individu autoconstituant doit intervenir par son libre arbitre à la construction de la société. D'où l'importance de l'esprit critique. Donc, je crois que des musulmans en Europe doivent absolument, disons, appliquer plutôt de l'esprit critique aux sources fondatrices de l'islam. Autant qu'on n'est pas encore arrivé à appliquer l'esprit critique aux sources fondatrices de l'islam, on ne pourra pas vraiment faire de l'islam un islam européen, comme il faut. Mais dans l'islam, il y a, et pas dans l'islam européen, dans l'islam, il y a des esprits critiques, il y a des philosophes qui réfléchissent sur le contenu de cette religion. Certainement, c'est pour ça qu'il faut les actualiser. C'est ainsi qu'il faut insister beaucoup plus sur les courants philosophiques ou bien sur les courants mystiques et spéculatifs de l'islam. Ça veut dire la tradition islamique est déjà assez, disons, riche par rapport à une production critique vis-à-vis des principes de l'islam, mais en même temps dans son dialogue avec des autres cultures. Le problème, c'est qu'actuellement, on agrandit beaucoup plus, disons, ce courant extrémiste, ce courant qui est plutôt axé sur les frustrations. Mais il faut donner la possibilité à l'émergence de la pensée critique à l'intérieur de l'islam. Ce que les musulmans eux-mêmes, ils doivent être, disons, parmi les premières personnes qui entament justement cette démarche critique sur les sources traditionnelles de l'islam. Vous avez vous-même œuvré pour l'installation d'une laïcité musulmane ou d'un islam laïcisé. Oui, Shamsi Sherif Khan. Et moi, je voudrais, je profite de l'occasion pour rendre hommage à Ahmad, qui est un pionnier de l'humanisme musulman dans nos sociétés. Je n'ai pas connaissance d'un débat, d'un discours, il a dû y en avoir, mais enfin, plutôt marginal, sur le concept même d'humanisme musulman dans nos sociétés. Donc, Ahmad, avec quelques autres, ont été effectivement les pionniers de cette idée. Ils ont été à peine entendus par les responsables politiques, je dis à peine entendus dans la mesure il faut crier plus fort, alors, Ahmad. Oui, on a dit c'est formidable ce que vous dites et on rêve d'un islam tel que vous décrivez, etc. Mais on est revenu un peu au business as usual, c'est-à-dire il faut discuter avec les mosquées, les imams qui représentent une force électorale, etc. Donc aujourd'hui, je pense que, en tout cas, le moment est venu de mettre les choses sur la table en disant mais comment peut-on être musulman dans nos sociétés sécularisées qui prétendent être des démocraties et des sociétés défendant, basées sur les droits de l'homme, égalité homme-femme, ainsi de suite, donc c'est un certain nombre de valeurs. Donc la question, très précisément, c'est comment, pour les gens venus d'ailleurs, les musulmans venus d'ailleurs, ou ceux qui sont nés ici, comment puis-je être musulman dans ces pays, ce qui veut dire que, en restant loyal à l'égard de la religion de mes ancêtres, tout en étant un citoyen à part entière, démocrate et humaniste, membre de cette société qui m'accueille, dans laquelle je revendique une place, à juste titre. Donc c'est ça le débat. Certains refusent cette place, des extrémistes de droite et autres, et
D'autres du côté musulman récusent cette revendication en disant c'est pas notre problème, nous on doit rester entre nous au nom de notre islamité et notre conception englobante de l'islam, on ne doit pas se mêler avec ces gens, c'est-à-dire l'Occident matérialiste, ainsi de suite. Donc le débat d'aujourd'hui, un débat pragmatique mais en même temps fondamental, devrait être de dire musulmans et non musulmans, sur quoi peuvent-ils se mettre d'accord pour vivre ensemble? C'était un peu, je dirais, la base même du colloque que nous avons organisé à la fin de l'année dernière, pour parler de ça plus particulièrement à Bruxelles, mais la question se pose pour l'ensemble de l'Europe. Oui, et Elie Barnavi avait fait la proposition suivante, il disait il faut établir un contrat. Le contrat des arrivants et le contrat de ceux qui reçoivent les arrivants. Il faut que chacun sache un peu sur quel pied danser. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, disons, à l'intérieur de la culture islamique, ou bien dans l'islamité, le concept de contrat est très très important. Ça veut dire que les musulmans sont bien initiés à ce concept-là. Alors donc, on peut, ça c'est vrai, comment, de quelle manière on peut, disons, favoriser l'émergence d'un contrat humaniste, un contrat pour vivre ensemble sur les bases des valeurs communes, mais en même temps pour constituer ces valeurs communes, nous avons absolument besoin de discuter ensemble, de se parler, de se dialoguer. Sinon, c'est très difficile de parler des valeurs communes, parce qu'à un moment donné, des valeurs communes deviennent uniquement des valeurs d'une partie de la population. Je vous remercie. Nous aurons certainement l'occasion de nous retrouver pour parler justement de ces éléments du contrat.